Si vous faites partie de ces gens qui aiment les films d'horreur, peut-être avez-vous déjà regardé Psycho ou la série qui s'en inspire, Bates Motel. Peut-être avez-vous tremblé devant Massacre à la tronçonneuse et Le silence des agneaux. Détendez-vous, je vais vous raconter l'histoire du célèbre tueur en série Edward Theodore Gein, qui est à l'origine de tous ces scénarios. Cette histoire commence dans la ville de La Crosse, dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis. Ed Gein naît en 1906 et il a un grand frère qui s'appelle Henry, une mère qui s'appelle Augusta et un père qui s'appelle George. Ce père est plutôt absent, c'est quelqu'un d'alcoolique et qui est rarement à la maison. Et donc c'est Augusta qui est chargée de leur éducation. C'est une femme plutôt dure, austère, dominatrice avec son entourage. Et elle fait partie de l'église luthérienne, qui est une branche du protestantisme et qui découle du coup du christianisme. Et pour ceux qui se poseraient la question, cette église luthérienne, elle prône des idées selon lesquelles les humains seraient voués à pécher toute leur vie et seraient de toute façon, dès la naissance, condamnés à une damnation certaine en enfer. En 1914, Augusta rachète une épicerie dans la ville de Plainfield et puis elle va rapidement racheter une ferme. En 1919, elle décide de retirer Edward de l'école. Alors, il faut savoir qu'Edward, à l'école, c'est un garçon très efféminé, très renfermé, qui se fait beaucoup moquer par ses camarades. Il n'a pas du tout confiance en lui et n'a aucun ami. Et là, ça va être un puits sans fond parce qu'elle prétexte qu'elle a besoin de lui à la ferme et il va être privé de tout contact extérieur et son frère également. Donc ils ne vont plus pouvoir voir personne et leur seule activité finalement va être la ferme. Ed, il va commencer à aduler sa mère, il va développer une véritable addiction pour elle, une vénération presque. Alors que Henry, il se détache un petit peu d'elle, il arrive à prendre un peu plus de recul et c'est quelqu'un de beaucoup plus sociable avec des amis et une vie un petit peu plus stable. Ensuite, George commence à taper Augusta et là, elle va impliquer ses fils dans ces histoires avec son mari. Et elle va dire à ses fils de prier tous les soirs pour que leur père meure dans d'atroces souffrances, ce qu'ils font bien évidemment. Et elle va tout le temps essayer de convaincre son fils Edward que le sexe c'est mal, que les femmes elles sont le récipient de ce péché sexuel, donc il ne faut pas qu'il s'approche des femmes, et que de toute façon un garçon c'est censé être fidèle, loyal à sa mère. Bien sûr, s'il n'est pas loyal à sa mère, il finira en enfer, comme tous les humains qui pêchent. Elle va ensuite faire douter Edward sur son genre, et elle va lui dire qu'il n'est pas un garçon finalement. Et on est bien loin des études de John Money, qui n'ont pas encore démarré, sur la transidentité. Donc Edward ne sait absolument pas ce que sont le genre, le sexe, etc. Et il va se poser beaucoup de questions sur lui, ça va beaucoup le gêner, et plus elle va lui insuffler ça, et plus il va se refermer sur lui-même. En 1940, le père George décède d'une crise cardiaque à l'âge de 66 ans. Et de son côté, Henry va tomber amoureux d'une jeune femme qui est divorcée et qui a déjà 2 enfants. Et il va aller contre l'avis de sa mère Augusta et va décider de s'installer avec cette jeune femme. En 1944, se déclare un incendie sur la propriété, sur le marais attenant à la propriété. Cet incendie, c'est Edward et Henry qui le déclenchent, mais on ne connaît pas vraiment les circonstances en détail. On sait simplement qu'ils étaient en train de chahuter tous les deux avec du feu, enfin voilà, qu'ils s'amusaient, etc. Et il va se passer plusieurs heures pendant lesquelles Edward rentre à la ferme et Henry ne réapparaît pas. Et comme Henry avait une vie sociale plutôt pleine, les gens vont commencer à se poser des questions. Et lorsque la police et les pompiers viennent sur les lieux, ils se rendent compte que Henry est en fait décédé dans cet incendie, puisqu'ils vont retrouver son cadavre
au bout d'un bon moment de recherche, quoi. Ils vont interroger Edward, qui va leur dire simplement qu'il n'a pas réussi à sauver son frère et que il était tellement sous le choc qu'il n'a pas pensé à avertir qui que ce soit. Ce qui est quand même assez particulier comme réaction. Alors, on dit ensuite que la police va étouffer l'affaire, puisque à cette époque-là, il est dit qu'il n'y a pas d'autopsie qui est faite. Et plus tard, un écrivain du nom de Harold Schechter, en 1989, va écrire une biographie de Edward dans laquelle il raconte qu'une autopsie a effectivement été faite sur le coup sur le corps d'Henry et qu'il y avait des traces de coups qui avaient été portés à la tête. Sauf que cette autopsie, elle n'a pas été prise en compte et le décès conclu est une mort naturelle finalement. Ou un arrêt cardiaque dû à l'incendie, enfin, pas quelque chose de criminel en tout cas. En 1945, donc un an plus tard, c'est Augusta qui va décéder d'un AVC. Et à ce moment-là, Edward va devenir complètement fou. Il va péter les plombs tout simplement. Et là, il se met à aller tous les jours sur la tombe de sa mère pour aller danser, pour aller prier et parler à sa mère. Et il va décider d'exhumer le corps de sa mère, de récupérer sa tête. Et il racontera plus tard à la police que, en fait, il voulait en faire une tête réduite. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Si vous allez chercher sur internet les photos des pièces à conviction trouvées dans la maison, dans la ferme familiale, vous pouvez voir effectivement cette tête réduite qui est assez monstrueuse. Alors, il faut savoir que Edward, il s'intéressait beaucoup, bien avant le décès de sa mère, à tout ce qui était anatomie, décomposition de la peau, tout ce qui était stade de la décomposition de la peau et du corps. Également, il s'intéressait à la taxidermie et donc on peut imaginer qu'il avait peut-être déjà envisagé le fait de déterrer des cadavres et que c'est sa mère qui a provoqué le passage à l'acte. Ensuite, en 1951, il déterre un autre cadavre, celui d'une jeune femme, qui s'appelle Eleanor Adams. Enfin, je dis jeune femme, elle avait quand même 51 ans, mais bon, c'était pas une dame âgée, quoi. Il déterre ce cadavre et puis bon, il va le ramener dans sa propriété. Et la même année, il y a 2 chasseurs qui disparaissent à la sortie d'un bar. On n'a plus de nouvelles d'eux. Il y a un avis de recherche qui est lancé et puis plus aucune trace de ces deux hommes. Peu de temps après, le voisin d'Edward va porter plainte à la police parce qu'il y a des émanations d'odeurs assez atroces qui s'échappent de la ferme, mais la police décide d'ignorer complètement cette plainte et il n'y aura pas d'enquête. Il y a quelqu'un également, un témoin, qui va observer Edward et qui remarque qu'Edward tourne autour du bar de la ville et s'intéresse de près à la propriétaire, Mary Hogan. Et cette femme ressemble trait pour trait à sa mère, à Augusta, sauf qu'elle a une particularité, c'est que c'est une femme qui est ouvertement libertine. Alors déjà, pour l'époque, ça pouvait être un peu choquant de savoir qu'une femme était libertine. Mais pour Edward, ça va être un coup de poignard parce que, ressemblant à sa mère, il ne peut pas lui renvoyer une telle image de sa propre mère. Et cette femme va disparaître. Un avis de recherche est déposé et les policiers sur place dans le bar vont se rendre compte qu'il y a des flaques de sang un petit peu partout sur le sol du bar. Le témoin qui avait vu Edward traîner autour du bar va avertir la police et va enfin commencer l'investigation. La police décide de faire une perquisition sur les lieux. Donc là, nous sommes en 1957 et je vais vous parler des pièces à conviction qui ont été trouvées. Alors bien sûr, la liste serait beaucoup trop longue, mais j'ai fait une petite sélection assez sympathique. Donc déjà sont répertoriés une ceinture de téton, des gants de peau humaine, des abat-jours, une dent masculine en or, les organes sexuels de plusieurs petites filles, le cadavre vidé
décapité et pendu par les pieds d'une dénommée Bernice Warden, et puis une multitude d'objets du même acabit. Ils vont notamment trouver la veste de l'un des chasseurs portés disparus quelques années auparavant. Et du coup, on peut en conclure qu'il a tué ces 2 hommes qui avaient disparu. Sont également trouvées sur certaines fenêtres de la ferme les traces d'Evelyn Hartley, une jeune fille portée disparue en 1953 à l'âge de 15 ans. Et puis finalement, la raison de leur venue, ils vont trouver la tête de Mary Hogan, la propriétaire du bar, dans un sac en papier. Pour ce qui est des faits, au final, il y a très peu d'informations qui ont pu être confirmées, notamment parce qu'il y a d'innombrables preuves qui ont été éparpillées. Parfois, les morceaux de corps ont été assemblés pour pouvoir constituer un manteau, des gants, etc. Donc c'est très compliqué de déterminer avec précision le nombre exact de victimes. Lors du procès, il va avouer, lui, être à l'origine de 15 violations de tombes. Alors, les enquêteurs ont déterminé qu'il y avait au moins 15 ADN qui avaient été, non pas identifiés, mais en tout cas répertoriés. Sans savoir bien sûr à qui appartiennent ces ADN. Donc du coup, il va dire oui, c'est moi, effectivement. Bon, il y en avait 15, effectivement. Par contre, je n'ai pas tué ces personnes-là, c'était des violations de tombes, donc c'était déjà des cadavres. Et le procureur de l'époque ne veut pas exhumer les corps de ces personnes-là, puisqu'il ne veut pas traumatiser les familles. Enfin, c'est la raison officielle qui est invoquée, mais encore aujourd'hui, on a un peu de mal à comprendre ce qui a poussé la justice et les policiers à protéger ce jeune homme. Parce qu'il y avait quand même beaucoup d'évidence contre lui, et finalement, on a l'impression que tout a été fait pour étouffer l'affaire, pour la minimiser. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Il sera officiellement déclaré coupable de 2 crimes, malgré le nombre de preuves constituées, qui finalement démontrent un chiffre beaucoup plus impressionnant. Ensuite, il a été interrogé par la police sur les relations éventuelles qu'il aurait pu avoir avec les cadavres, et Ed Gein, il répond qu'il a toujours été traumatisé par les relations sexuelles, et que de ce fait, les seuls qu'il n'a jamais eus ont été avec lui-même uniquement. Il décide de plaider la folie avec son avocat, et il passe plusieurs tests d'évaluation psychiatrique. Donc au départ, on confirme qu'il est atteint de psychopathie, et en attendant une réévaluation, il est placé en détention provisoire dans une prison de haute sécurité qui abrite les plus grands criminels de l'époque. Cette détention, elle lui permet d'être réévalué, et finalement, il est diagnostiqué schizophrène. Et ça change beaucoup de choses aux yeux de la justice, parce que en tant que schizophrène, il aurait pu être sous les effets d'une crise psychotique au moment des faits. Par contre, si c'est de la psychopathie, il est complètement conscient au moment des faits, et ça change beaucoup de choses. Surtout quand on sait que la psychopathie favorise la manipulation. Chez ces personnes-là, c'est des gens très intelligents, très manipulateurs, etc. Donc ce n'est pas la même approche, le même verdict, le même procès. En 1968, il est décidé en une semaine de procès que Ed Gein était sain d'esprit au moment des faits, et il est condamné coupable de meurtre avec préméditation. Finalement, un 3e procès est ouvert, et là encore, on ne comprend pas vraiment pourquoi, mais ils reviennent sur le verdict, et ils désignent Edward comme étant mentalement irresponsable. Ce qui implique qu'à l'âge de 72 ans, il est placé dans un institut psychiatrique appelé le Mendota Mental Institute, situé dans une prison de haute sécurité du Wisconsin. Pour conclure sur cette histoire, il va développer un cancer, une démence, il aura des problèmes respiratoires graves qui vont le tuer, et il va mourir dans cet hôpital psychiatrique à l'âge de 78 ans. Alors jusqu'en 2001, il était possible de voir le tombeau familial, mais il y a eu beaucoup de dégradations de fans qui venaient chercher des objets qui étaient placés sur le tombeau pour les collectionner, et du coup il a été transféré dans un musée qui est situé dans le comté de Waukesha dans le Wisconsin, si jamais vous êtes intéressé
vous avez l'adresse. À ce jour, la ferme de l'horreur est un terrain abandonné. Personne n'a voulu racheter ce terrain et on peut aisément comprendre pourquoi. Voilà, c'est tout pour cette histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre un like. À bientôt, prenez soin de vous et merci de m'avoir écouté. Rendez-vous au prochain épisode.